Laurence Ndong, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chercheuse, vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui est paru cette année chez l'Harmattan, dont le titre est « Gabon, pourquoi j'accuse ». Vous êtes ici en France très impliquée dans les rangs de l'opposition à Ali Bongo. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer les raisons pour lesquelles vous contestez les résultats officiels de l'élection présidentielle du 27 août, par laquelle Ali Bongo est reconduit dans son mandat présidentiel? Pourquoi nous contestons les résultats? Donc nous les contestons parce qu'au Gabon, et je crois que c'est partout comme ça, en France aussi, lors d'une élection, dans les bureaux de vote, il y a des commissions électorales. Et dans chaque commission, il y a des représentants de tous les candidats qui concourent à cette élection, avec chez nous, malheureusement, des observateurs nationaux et internationaux à cause des nombreuses fraudes que l'on a souvent observées lors de divers scrutins. Et donc, dans cette élection, ça n'a pas manqué. Il y avait donc dans chaque bureau de vote un représentant de l'opposition. Alors, après la fermeture des votes, le dépouillement est public. Donc, il y a des citoyens peuvent y assister. Donc, ils ont les résultats, bureau de vote par bureau de vote. À la fin du décompte, ces résultats sont consignés dans un procès-verbal. Ce dernier est photocopié et remis aux représentants de chaque candidat qui était au bureau de vote. Donc, ce qui fait que nous avons donc des procès-verbaux bureau de vote par bureau de vote. Le parti d'Ali Bongo les détient et en même temps, les observateurs de l'Union européenne qui avaient des observateurs dans un grand nombre de bureaux de vote aussi détiennent une copie de ces procès-verbaux. Et donc le total de toutes ces voix que vous avez, vous, de votre côté centralisé, donnerait Ali Bongo perdant? Énormément. Ça veut dire que les Gabonais ont effectué un vote sanction. Ils pensaient qu'en ayant modifié notre constitution depuis son père, en ayant fait une élection présidentielle à un tour, que c'était à leur avantage. Mais là, les Gabonais ont manifesté leur ras-le-bol des 50 ans du régime Bongo PDG qui a ruiné le pays. Et M. Jean-Ping a obtenu au bas mot 77% des voix, normalement. Alors, vous parlez d'un vote sanction. Qu'est-ce que les Gabonais reprochent à Ali Bongo et à son entourage? Qu'est-ce qu'on reproche à Ali Bongo et à son entourage? On reproche à Ali Bongo la gabegie, le clientélisme, le népotisme, la démagogie, le déni de la loi. Ali Bongo, c'est un individu qui n'a jamais respecté la loi gabonaise. Déjà en 2009, nous l'avons su bien plus tard, dans son dossier de candidature à l'élection présidentielle, il a présenté un faux acte de naissance. Aujourd'hui, il est avéré qu'il en a présenté 5 différents. Et pour le dossier de candidature de la présente élection, il a encore présenté un acte de naissance différent de celui de 2009. Et comme la Cour constitutionnelle est inféodée au pouvoir, elle a validé ces dossiers avec de faux documents. Ça, ce n'est que pour l'acte de naissance. Par rapport à l'acte de naissance, il dit qu'il est né à l'étranger. Il est né à Brazzaville. Mais notre code civil dit, notamment l'article 120, que lorsqu'on est né à l'étranger, on fait transcrire son acte de naissance à la mairie du 1er arrondissement de Libreville. Même ça, il n'a pas pu le faire respecter. Il est venu avec un acte de naissance du 3e arrondissement de Libreville, comme s'il était né à Libreville, alors qu'il est né à Brazzaville. Bref, sans compter qu'en 2009, dans le même acte de naissance, le nom du père, c'était Albert Bernard Bongo. En 2016, le nom du père, c'est El Hadj Omar Bongo. Et on sait que son père est devenu El Hadj Omar après 1973, lorsqu'il s'est converti à l'islam. Donc on a tellement de preuves que cet acte de naissance est faux, mais ça a été validé. Il n'a pas respecté l'article 14 de notre Constitution, qui dit que la fonction du président de la République est incompatible avec toute autre fonction privée ou à but lucratif. Il crée une agence nationale des grands travaux en 2010, donc à peine arrivé au pouvoir. Cette agence nationale des grands travaux est chargée d'octroyer les marchés de l'État à des entreprises pour évidemment leur réalisation. Il distribue 70% des marchés. Donc il se nomme lui-même président du conseil d'administration de l'agence des grands travaux, tout en étant président de la République. Donc il l'emporte à fois avec l'article 14 de la Constitution. Il va plus loin. Il signe 70% des marchés de l'agence nationale des grands travaux, gré à gré, sans appel d'offres, avec des entreprises dont lui-même ou sa famille sont actionnaires majoritaires ou propriétaires. Et tout ça, ce sont des faits
avéré. Lorsque le scandale a éclaté, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est dissoudre l'Agence nationale des grands travaux. Donc, on a en face de nous quelqu'un qui a organisé le pillage de l'État, et aujourd'hui, les sociétés, les PME sont en train de fermer les unes après les autres, elles licencient, puisqu'elles n'avaient pas de marché. Je vais prendre un exemple simple pour bien éclairer ce que je dis. On nous dit qu'Ali Bongo a fait des hôpitaux. Pourquoi il fait des hôpitaux? Il en a fait. Il est même allé jusqu'à détruire un hôpital emblématique construit par Omar Bongo Ondimba, auquel il avait donné le nom de sa mère, parce que ça se passe comme ça chez nous. Il a détruit cet hôpital sous prétexte qu'il avait de l'amiante. Même bâtiment, on peut le désamianter, parce qu'il fallait le reconstruire. Pourquoi il reconstruit? La seule entreprise qui a reçu l'exclusivité pour construire les hôpitaux au Gabon, c'est l'entreprise Vamed. Elle est dirigée par M. Tomassini, qui est, lui, conseiller spécial du président de la République avec bureau à la présidence, qui est gérant de l'entreprise dans laquelle Ali Bongo est actionnaire majoritaire. Donc, alors, vous voyez le genre de choses dans lesquelles il est allé, et les Gabonais aujourd'hui le savent. Mais pendant ce temps, excusez-moi, je vais terminer, pendant ce temps, la misère des Gabonais s'est accrue parce que les services sociaux de base ont été mis de côté. Alors justement, on va revenir là-dessus, mais vous évoquez la corruption, les marchés de gré à gré. Le Gabon, c'est un petit pays d'Afrique centrale qui donne sur le golfe de Guinée. C'est un petit pays, mais qui est extrêmement riche en ressources naturelles. Ces ressources naturelles, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas profité aux Gabonais? On pense évidemment d'abord au pétrole. C'est le grand paradoxe du Gabon. Et c'est ce paradoxe-là qui nous emmène aujourd'hui à nous battre corps et âme. Parce qu'au moment des indépendances, le Gabon n'avait que 400 000 habitants en 1960. Lorsqu'il y a eu le boom pétrolier de 1973, le Gabon aurait pu être entièrement construit, les Gabonais auraient pu être mis à l'abri du besoin, à l'abri de la peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous assistons à 60 ans d'enrichissement illicite d'une oligarchie au détriment de l'ensemble du peuple. Nous avons un pays immensement riche avec la grande majorité de la population qui est immensément pauvre. Et c'est cela que nous ne voulons plus supporter aujourd'hui. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je pense qu'Ali Bongo, il est dans la démence, il est mythomane. Et avec ça, il se présente comme le candidat du changement. Il dit qu'il incarne le changement, mais il incarne quel changement? Puisqu'il est dans la continuité de ce que son père a commencé, et même ce qu'on lui reproche, c'est qu'en 7 ans, il a pillé plus que son père en 42 ans. Et ça, les Gabonais ne sauraient l'admettre, ne sauraient l'accepter. Et c'est faire injure aux Gabonais que de penser qu'un gouvernement, qu'un système qui les a autant appauvris, autant avilis, privés de liberté, liberté d'expression, liberté de manifester, parce que sous Ali Bongo, on est revenu à un régime hyper-stalinien. Les manifestants sont arrêtés, les leaders syndicaux sont arrêtés, les leaders de la société civile sont arrêtés. Nous avons actuellement Jean Yama qui est en prison, Olo qui est en prison, nous avons Landry Amian qui est en prison, Bertrand Zibi, ancien député, parce qu'il a eu le malheur de démissionner en plein meeting pour faire comprendre à Ali Bongo que sa région n'avait toujours pas d'électricité. Il a été arrêté de façon arbitraire. Aujourd'hui, il est torturé. Nous ne savons pas où il est. Alors là, vous décrivez un régime autoritaire, corrompu. Est-ce que ce régime aurait pu avoir une telle longévité sans la complicité de l'ancienne puissance coloniale, de la France, de ces grandes entreprises qui, pour certaines, exploitent une partie de ces ressources naturelles? Cette question va de soi. Je pense qu'il y a eu des journalistes français qui ont fait des reportages là-dessus. Monsieur François-Xavier Verschave, à qui je rends hommage, a écrit de très belles choses sur la France-Afrique. Il nous a révélé les dessous de ce système, de comment ça fonctionne. Pour revenir à monsieur Ali Bongo Ondimba, à Bongo Ondimba Ali, donc en apogée Boa, parce que c'est comme ça que les Gabonais préfèrent l'appeler. Donc pour revenir à lui, monsieur Nicolas Sarkozy ne s'était pas caché en 2009 des soutiens apportés à Ali Bongo. Il a orchestré son passage en force avec le soutien patent de M. Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs été le premier à le féliciter. Aujourd'hui, je pense que la donne change un tout petit peu, parce que ça fait une semaine que M. Ali Bongo s'est proclamé vainqueur, mais n'a reçu les félicitations d'aucun chef d'État. Même si en coulisses, on dit que Nicolas Sarkozy l'aurait encore félicité, je le classe sous le coup de la rumeur, parce que je n'ai pas entendu la fameuse déclaration, mais c'est clair
que le système Bongo PDG s'est maintenu avec le soutien et l'appui de la France-Afrique. Nous avons d'ailleurs une base militaire française au Gabon qui, à chaque fois que le pouvoir a vacillé sous la pression de la population, s'est toujours arrangé à le ramener au pouvoir. Et c'est pour cela que nous disons que les Français, les politiques français, quand il faut nous imposer des chefs d'État, ils ne parlent pas d'ingérence, mais quand il faut les enlever, parce que là, la fraude Ali Bongo Ondimba est prouvée. On a basculé dans des massacres parce qu'il a engagé des milices. Parce qu'en France, ici, on est sous le coup de Vigipirate. On voit des militaires partout, ils ne sont pas cagoulés. Ceux qui circulent au Gabon depuis des mois sont cagoulés. Alors, on va revenir après sur les violences post-électorales et sur le bilan de ces violences. Mais vous soutenez Jean Ping, qui a réussi à incarner finalement l'alternance. Mais Jean Ping, il a eu aussi un parcours au sein de ce pouvoir, de ce système. Il a été un des classiques du régime. En quoi est-ce qu'il peut incarner aujourd'hui une rupture finalement, puisqu'il a participé à ce régime? Il était très proche, on sait, d'Omar Bongo. Il a eu plusieurs fonctions ministérielles. Cette question est récurrente. Elle revient souvent. Je voudrais vous prendre l'exemple du Sénégal. Macky Sall, il a travaillé avec Abdoulaye Wade. Le président du Burkina, Roch Kaboré, il a travaillé avec Compaoré. Parfois, ceux qui ont été dans la machine, qui l'ont vu fonctionner de l'intérieur, se révoltent encore plus que ceux qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas accès à certaines informations. Je vous prendrai pour exemple le deuxième vice-premier ministre du dernier gouvernement d'Ali Bongo, qui a démissionné il y a 2 jours, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui démissionne à cause des massacres et qui invite Ali Bongo à reconnaître la victoire de Jean Ping. Donc, les êtres humains ont des consciences. N'oubliez pas que nous étions dans un régime de parti unique. Lorsque M. Jean Ping termine sa thèse de doctorat à l'université Panthéon-Sorbonne, il est engagé à l'UNESCO. De par ses compétences. C'est en étant fonctionnaire international à l'UNESCO qu'Omar Bongo Ondimba entend parler de lui et vient le chercher à l'UNESCO. Il en fait d'abord le délégué permanent du Gabon à l'UNESCO, ensuite il lui demande de rentrer pour travailler dans son cabinet. Donc Jean Ping a toujours été quelqu'un dont on reconnaît les compétences, qui a travaillé dans un système parce que c'était le système en vigueur. Certains étaient à l'intérieur avec l'espoir de le changer de l'intérieur. Ils n'y sont pas parvenus. À un moment donné, ils décident d'affronter le système en face parce qu'on ne peut pas le changer de l'intérieur. Ça a d'ailleurs été mon cas. J'ai voulu m'impliquer pendant 3 ans dans le parti. Je me suis rendu compte que c'était impossible. La seule chose qu'on a à faire aujourd'hui, c'est tourner la page de ces 50 ans de Bongo PDG. Et je pense que M. Ping, il a dit, il a été une partie du problème, il en sera la solution parce qu'il a tiré les leçons de la façon dont le pays a été géré pendant 50 ans. Et nous croyons que pour combattre la mastodonte que sont les Bongos, il nous fallait un poids lourd suffisamment outillé et M. Jean Ping l'incarne suffisamment de par sa formation et de par son parcours professionnel. Alors, la répression, elle a commencé pendant la campagne électorale. Des opposants ont été violentés, arrêtés déjà durant la campagne, mais ça s'est évidemment accéléré avec la contestation de la victoire d'Ali Bongo, avec l'assaut du quartier général de Jean Ping, mais aussi une répression extrêmement violente sur les manifestants. Le gouvernement gabonais parle aujourd'hui d'un bilan de 3 morts et d'1 millier d'arrestations. Est-ce que vous partagez ce bilan ? Si le bilan, vous savez, c'est comme les manifestations en France, hein, selon que vous êtes de l'organisation ou de la police, on n'a jamais le même nombre de participants à la manifestation. Donc le gouvernement d'Ali Bongo a commencé la répression bien avant la campagne. Bien avant la campagne parce que toute manifestation était interdite. Même des élèves qui font une grève pour réclamer de meilleures conditions d'apprentissage. Parce qu'il faut dire qu'au Gabon, nous avons des salles de classe avec 200 élèves au collège, 100 élèves en primaire, qui n'ont pas de laboratoire. Il y a des lycées, des collèges qui n'ont pas de table-banc. Les enfants apprennent assis par terre. Ces enfants font des grèves pour réclamer de meilleures conditions d'apprentissage, de meilleures conditions d'enseignement. Ali Bongo leur envoie l'armée.
il leur envoie la police, qui viole les franchises scolaires, qui rentre jusque dans l'établissement scolaire pour aller arrêter les élèves et leurs enseignants. On a vécu ça. Ali Bongo a fait pareil à l'université. Les étudiants grèvent, on envoie les militaires établir une base à l'intérieur de l'université. Ali Bongo est venu avec, voilà, c'est un dictateur qui, pour sa seule forme d'expression, c'est de mater tout le monde. On doit se taire, on ne doit rien dire. Regardez, pour revenir sur son ministre, son ancien ministre, M. Séraphin Mundunga, il a démissionné avant-hier. Entre avant-hier et aujourd'hui, il a échappé à 3 tentatives d'assassinat. Ils ont débarqué chez lui, ils ont tout cassé. Ils ont tout vilipendé dans sa maison. Donc, alors que ce monsieur avait les ministères avec le plus de portefeuilles qu'on n'a jamais vu. S'il y avait un proche d'Ali Bongo, c'était bien Séraphin Mundunga. Mais il a suffi qu'il lui dise « Là, tu vas trop loin, cher ami, pour que tout de suite, tu sois la personne à abattre. » Et c'est ça, Ali Bongo. Et ça a été comme ça pendant tout son septennat. Et aujourd'hui, Ali Bongo, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il n'a même pas l'intention de limiter les mandats. Parce qu'en 1991, nous avions adopté une constitution qui établissait le multipartisme, réduisait le nombre de mandats présidentiels à 2 mandats successifs, qui ramenait le septennat au quinquennat et qui établissait une élection présidentielle à 2 tours. Au fil des années, Omar Bongo, avec la complicité de la Cour constitutionnelle, a retiré de la Constitution l'élection à 2 tours, elle est devenue à 1 tour. Le quinquennat est redevenu septennat et le nombre de mandats est redevenu illimité. Ali Bongo ne parle pas de revenir à cela. Or, avec une telle constitution, on ne peut pas dire qu'on est en démocratie. Monsieur Jean Ping s'engage déjà à ne faire qu'un seul mandat et il s'est engagé automatiquement à mettre en œuvre cette réforme constitutionnelle qui va nous placer à nouveau sur le chemin de la démocratie. Donc lorsque monsieur Ali Bongo se présente comme un démocrate, ce n'est pas vrai. Il ne l'est pas. Parce que cette réforme constitutionnelle, il l'aurait engagée pendant son septennat. Parce qu'on l'a appelé de tous nos voeux. Il a même refusé un dialogue national inclusif auquel la société civile et l'opposition l'ont appelé pendant 7 ans. Donc, il a toujours été dans la répression, sauf que cette répression est de plus en plus grandissante et de plus en plus violente parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé et donc il compte sur la terreur. C'est un terroriste d'État. Il compte vraiment sur la terreur pour que les Gabonais se tassent, se terrent comme des taupes et le laissent faire du Gabon ce qu'il veut. Alors, Jean Ping parle de 50 à 100 morts. Est-ce que vous avez établi une liste des personnes disparues ? Nous avons établi une liste des personnes disparues, en effet. Alors, le cynisme et le sadisme de la milice d'Ali Bongo, c'est que lorsqu'ils tuent, ils emportent les corps. Donc, bientôt, nous découvrirons des charniers. Nous avons déjà des adresses. Nous avons des endroits où on nous a déclaré qu'il y avait des fosses communes. Donc, Ali Bongo vit pour le paraître. Lorsque ce monsieur vient dans la presse et peut tenir des mensonges de façon éhontée à la face du monde, il est convaincu que ce qu'il dit va passer. C'est un enfant gâté qui a été élevé, qui pense que tout est à ses pieds, qu'il suffit qu'il claque des doigts et tout le monde accourt. Il suffit qu'il dise que votre chaise est blanche et que même si vous la voyez noire, vous direz qu'elle est blanche. Ce n'est pas possible. Et donc, Ali Bongo est dans ce déni. Et pour mentir une fois de plus à la communauté internationale, il cache les morts, il tue, ils emportent les cadavres. Donc, ça nous empêche, nous, de faire véritablement le décompte. Aujourd'hui, il y a des maisons de pompes funèbres comme Kasebga, la gabonaise de sépulture, qui est fermée et où on a interdiction d'accès. On soupçonne des morts entreposées là-bas. TV5 Monde est allé avec son envoyé spécial, est allé à Kasebga. Rien que quand ils ont vu la caméra, ils l'ont violenté. Ils ont repoussé violemment la caméra, ils ont fermé. S'ils n'ont rien à cacher, pourquoi empêcher à des journalistes d'entrer? Donc nous avons un bilan qui est partiel parce que le régime enlève les morts, les entasse, les enterre dans des fosses communes. Donc nous aurons beaucoup de disparus. Nous avons des portés disparus qu'on ne retrouvera peut-être jamais. Donc les quelques chiffres que nous avons, c'est ceux dont nous avons vu les corps, c'est ceux que les familles ont déclarés, mais les autres sont simplement portés disparus. Et on n'oublie pas qu'il y a quand même eu près de 1998 blessés qui ont pu être recensés, parce que les blessés, eux, ils ne les tuent pas, qui ont pu être recensés et dont certains ont été brûlés à l'acide. Donc ils ont quand même versé l'acide sur des populations. C'est un vrai massacre qui est en train de se faire. Et cette milice, parce que si ce sont des opérations de maintien de l'ordre, ça se passe dans la rue. Mais ils poursuivent les jeunes jusque dans leur maison. Ils vont les tuer dans leur maison. Ils entrent, ils violent les femmes, ils violent les filles, ils violent les mères. Et tout ça, ils pensent que la communauté internationale ne le saura jamais parce qu'ils ont coupé Internet, parce qu'ils ont coupé les réseaux sociaux, parce qu'ils ont brûlé les télévisions de la société civile et de l'opposition. C'est bien beau de dire que c'est Jean Ping qui a organisé les pillages, mais pourquoi Jean Ping irait faire brûler les seules radios par lesquelles il peut s'adresser au peuple? Parce que là, les radios télé Nazareth est brûlée, TV5, TV+, ils ont
saccagé. Donc on voit bien que c'est une action du gouvernement d'Ali Bongo et de ses sbires dans le but de museler l'opposition et de la faire taire à jamais. Alors quelle peut être aujourd'hui l'issue de cette crise? Est-ce que vous allez vous saisir des recours légaux qui sont à votre disposition? Alors, se saisir des recours légaux, c'est comme si le Gabon était un état de droit. Le Gabon n'est pas un état de droit. Ali Bongo viole la Constitution. Ce sont des marchands de tapis qui évoquent la loi quand ils pensent qu'elle est à leur avantage. Si on revient sur l'élection présidentielle, que dit le Code électoral? Le Code électoral dit que les résultats sont publiés au plus tard 72 heures après la fermeture des bureaux de vote. Mais ils ont proclamé 96 heures après. Même ce délai de 72 heures, ils ne l'ont pas respecté. Et donc, les mêmes qui ne respectent pas la loi, parce que M. Ali Bongo sait que la Cour constitutionnelle est dirigée par la maîtresse de son père, qui a eu 3 enfants avec son père, donc qui a des intérêts avec la famille Bongo et qui est à la tête de cette institution depuis 25 ans, depuis 1991, ils ont modifié le texte organique de la Cour constitutionnelle à chaque fois pour permettre qu'elle soit toujours en poste. Ils ont introduit une disposition qui fait qu'elle ne peut être récusée parce que le droit voulant, elle ne peut pas être jugée partie compte tenu de ses liens familiaux avec Ali Bongo. Mais il y a une disposition qui dit qu'elle ne peut être récusée. Donc elle est tenue d'être là. Mais alors si la Cour constitutionnelle est à la main d'Ali Bongo, quelle voie de contestation légale il vous reste? Nous n'avons quasiment pas de voie de contestation légale. La seule chose qu'il faut aujourd'hui, c'est que les résultats, les vrais, soient proclamés. Et en même temps, avant d'aller à la Cour constitutionnelle, le contentieux doit être vidé au niveau de la Commission nationale électorale. Or là, il n'y a pas eu d'accord parce que les résultats qui ont été proclamés, les représentants de l'opposition dans la Commission ne les ont pas signés. Donc il y a un contentieux à vider au niveau d'abord de la CENAP avant de faire recours à la Cour constitutionnelle. Or, ils ont déjà transmis les résultats là-bas et ils veulent nous y emmener forcément parce qu'ils savent que la décision sera en leur faveur. Pour bien comprendre, vous demandez en fait la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Bureau de vote par bureau de vote, procès verbal par procès verbal, parce que nous les avons les procès verbaux. Mais ils savent que sur les procès verbaux, ils n'ont pas pu tricher. Ils ont triché au moment de la centralisation des résultats au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc si on fait simplement une publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, comme la loi gabonaise ne l'interdit nullement comme ils le disent, par contre ils ont signé un contrat avec la mission d'observation de l'Union européenne et dans ce contrat, il est clairement stipulé que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote, bulletin, procès verbal par procès verbal. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils savent qu'ils sont coincés. Lorsqu'on est sûr de sa victoire, on refait le décompte. Ils ne veulent pas le décompte parce qu'ils savent qu'ils ont fraudé, mais la fraude est tellement flagrante que le monde entier sait aujourd'hui qu'Ali Bongo est un tricheur, c'est un mauvais tricheur. Alors, Jean Ping appelle aussi au blocage économique du pays avec des grèves. Est-ce que cet appel a été suivi? Est-ce que M. Jean Ping avait besoin d'appeler à la grève pour que la grève soit suivie? La grève va de soi. Vous ne pouvez pas demander à une population que vous venez de massacrer. Il y a des femmes qui chargent leurs enfants. On a suivi le reportage en Corse que je vais citer. Ils ont accompagné une mère qui cherchait son fils depuis le 31. Elle est allée jusqu'à faire le tour des morgues. Et dans certaines, on n'a même pas voulu qu'elle entre. Elle va aller travailler la semaine suivante. On est mercredi, on a décimé une population, massacré une population de mercredi à dimanche, et on leur dit lundi matin aller travailler, alors qu'il y a 1 millier de personnes en prison. Ça n'a absolument aucun sens. Et M. Ali Bongo va, soi-disant, visiter des militaires qui, eux, auraient été agressés par la foule. Mais comme ce sont des piètres comédiens, sous la blouse, on voit le col de la chemise qui est bien repassé. Donc on n'a pas affaire à un blessé, on a bien affaire là encore à de la manipulation parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, Ali Bongo est prêt. Il a tué des Gabonais parce qu'il veut rester au pouvoir. Tant qu'à faire, qu'on lui offre un Gabon mort, on reste chez nous, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. S'il avait besoin de nous, il nous considérerait, il respecterait nos droits, il respecterait le droit de vote de la population, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il va de soi que nous ne pouvons pas continuer à faire fonctionner une économie qui sert à remplir les caisses des bongos, qui sert à leur faire acheter des villas dans le monde entier, qui sert à leur faire acheter des voitures de luxe. L'épouse de M. Ali Bongo est la seule épouse de chef d'État au monde qui a son propre avion privé. Et donc, M. Ping, déjà, n'a jamais appelé à ce blocage. Parce que, où l'aurait-il fait?
il n'avait plus de moyens d'expression puisqu'il n'a pas accès à la télévision d'État. Télé Nazareth, où il aurait pu s'exprimer, était saccagé. TV+, saccagé, les réseaux sociaux bloqués. Donc, il faut comprendre, Ali Bongo veut faire croire que le soulèvement du peuple, c'est un soulèvement manipulé par Jean Ping. Mais ce n'est pas la vérité. Il dit que comment un peuple peut se lever de façon simultanée dans toutes les villes du pays. Ça veut dire que c'est coordonné. Ben non, c'est un ras-le-bol généralisé qui s'exprime. Et ça, M. Bongo ne veut pas le comprendre. Les Gabonais en ont marre. Et aujourd'hui, les Gabonais manifestent dans le monde entier. Donc si M. Jean Ping a manipulé au Gabon, je ne pense pas qu'il a eu le temps d'appeler à Ottawa, d'appeler à Washington, où les compatriotes étaient hier au Congrès américain, d'appeler toutes les villes de France où il y a des Gabonais. C'est de la manipulation. La manifestation qui a lieu aujourd'hui, les manifestations des Gabonais sont un ras-le-bol. Il ne s'agit plus d'un combat entre Jean Ping et Ali Bongo. C'est un combat entre Ali Bongo et le peuple gabonais qui a élu Jean Ping. Et ce peuple gabonais dont ils nient les droits, ce peuple gabonais qu'ils ont opprimé pendant 50 ans et qui maintenant dit non. Et donc, il ne faut pas continuer de présenter ce combat comme deux partisans, deux candidats qui se chamaillent. Non, c'est vraiment le peuple gabonais qui est derrière Jean Ping. Parce que, où sont les partisans d'Ali Bongo ? On ne les a jamais vus, on ne les a pas entendus parce qu'ils n'existent pas. C'est juste une petite oligarchie qui profite des biens du pays et qui veut se maintenir par la force pour opprimer tout un peuple. Mais cette fois-ci, nous leur disons, 2016 n'est pas 2009. Ce qui s'est passé en 2009 ne se reproduira pas en 2016. Donc nous continuons nos manifestations. Samedi à Paris, encore, il y aura une manifestation des Gabonais de France qui viendront de partout pour dire que nous ne sommes pas d'accord et pour exiger aussi une intervention franche de la France qui a contribué à ce qu'Ali Bongo soit au pouvoir. Maintenant qu'elle contribue à le démettre en l'amenant à accepter qu'il a perdu l'élection et qu'il s'en aille. Je vous remercie, Laurence Dong. Merci à vous. Le régime aurait pu avoir une telle longévité sans la complicité de l'ancienne puissance coloniale, de la France, de ces grandes entreprises qui, pour certaines, exploitent une partie de ses ressources naturelles. Cette question va de soi. Je pense qu'il y a eu des journalistes français qui ont fait des reportages là-dessus. Monsieur François-Xavier Verschave, à qui je rends hommage, a écrit de très belles choses sur la France-Afrique. Il nous a révélé les dessous de ce système, de comment ça fonctionne. Pour revenir à monsieur Ali Bongo Ondimba, à Bongo Ondimba Ali, donc en apogée Boa, parce que c'est comme ça que les Gabonais préfèrent l'appeler. Donc pour revenir à lui, monsieur Nicolas Sarkozy ne s'était pas caché en 2009 des soutiens apportés à Ali Bongo. Il a orchestré son passage en force avec le soutien patent de M. Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs été le premier à le féliciter. Aujourd'hui, je pense que la donne change un tout petit peu parce que ça fait une semaine que M. Ali Bongo s'est proclamé vainqueur, mais n'a reçu les félicitations d'aucun chef d'État. Même si en coulisses, on dit que Nicolas Sarkozy l'aurait encore félicité, je le classe sous le coup de la rumeur parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu la fameuse déclaration, mais c'est clair que le système Bongo PDG s'est maintenu avec le soutien et l'appui de la France-Afrique. Nous avons d'ailleurs une base militaire française au Gabon qui, à chaque fois que le pouvoir a vacillé sous la pression de la population, s'est toujours arrangé à le ramener au pouvoir. Et c'est pour cela que nous disons que les Français, les politiques français, quand il faut nous imposer des chefs d'État, ils ne parlent pas d'ingérence, mais quand il faut les enlever, parce que là, la fraude Ali Bongo Ondimba est prouvée. On a basculé dans des massacres parce qu'il a engagé des milices. Parce qu'en France, ici, on est sous le coup de Vigipirate. On voit des militaires partout, ils ne sont pas cagoulés. Ceux qui circulent au Gabon depuis des mois sont cagoulés. Alors, on va revenir après sur les violences post-électorales et sur le bilan de ces violences. Mais vous soutenez Jean Ping, qui a réussi à incarner finalement l'alternance. Mais Jean Ping, il a eu aussi un parcours au sein de ce pouvoir, de ce système. Il a été un des caciques du régime. En quoi est-ce qu'il peut incarner aujourd'hui une rupture finalement, puisqu'il a participé à ce régime? Il était très proche, on sait, d'Omar Bongo. Il a eu plusieurs fonctions ministérielles. Cette question est récurrente. Elle revient souvent. Je voudrais vous prendre l'exemple du Sénégal. Macky Sall, il a travaillé avec Abdoulaye Wade. Le président du Burkina, Roch Kaboré,
il a travaillé avec Compaoré. Parfois, ceux qui ont été dans la machine, qui l'ont vu fonctionner de l'intérieur, se révoltent encore plus que ceux qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas accès à certaines informations. Je vous prendrai pour exemple le deuxième vice-premier ministre du dernier gouvernement d'Ali Bongo, qui a démissionné il y a 2 jours, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui démissionne à cause des massacres et qui invite Ali Bongo à reconnaître la victoire de Jean Ping. Donc, les êtres humains ont des consciences. N'oubliez pas que nous étions dans un régime de parti unique. Lorsque M. Jean Ping termine sa thèse de doctorat à l'université Panthéon-Sorbonne, il est engagé à l'UNESCO de par ses compétences. C'est en étant fonctionnaire international à l'UNESCO qu'Omar Bongo Ondimba entend parler de lui et vient le chercher à l'UNESCO. Il en fait d'abord le délégué permanent du Gabon à l'UNESCO, ensuite il lui demande de rentrer pour travailler dans son cabinet. Donc Jean Ping a toujours été quelqu'un dont on reconnaît les compétences, qui a travaillé dans un système parce que c'était le système en vigueur. Certains étaient à l'intérieur avec l'espoir de le changer de l'intérieur. Ils n'y sont pas parvenus. À un moment donné, ils décident d'affronter le système en face parce qu'on ne peut pas le changer de l'intérieur. Ça a d'ailleurs été mon cas. J'ai voulu m'impliquer pendant 3 ans dans le parti. Je me suis rendu compte que c'était impossible. La seule chose qu'on a à faire aujourd'hui, c'est tourner la page de ces 50 ans de Bongo PDG. Et je pense que M. Ping, il a dit, il a été une partie du problème, il en sera la solution parce qu'il a tiré les leçons de la façon dont le pays a été géré pendant 50 ans. Et nous croyons que pour combattre... Laurence Ndong, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chercheuse, vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui est paru cette année chez l'Harmattan, dont le titre est « Gabon, pourquoi j'accuse ». Vous êtes ici en France très impliquée dans les rangs de l'opposition à Ali Bongo. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer les raisons pour lesquelles vous contestez les résultats officiels de l'élection présidentielle du 27 août par laquelle Ali Bongo est reconduit dans son mandat présidentiel? Pourquoi nous contestons les résultats? Donc nous les contestons parce qu'au Gabon, et je crois que c'est partout comme ça, en France aussi, lors d'une élection, dans les bureaux de vote, il y a des commissions électorales. Et dans chaque commission, il y a des représentants de tous les candidats qui concourent à cette élection, avec chez nous, malheureusement, des observateurs nationaux et internationaux à cause des nombreuses fraudes que l'on a souvent observées lors de divers scrutins. Et donc, dans cette élection, ça n'a pas manqué. Il y avait donc dans chaque bureau de vote un représentant de l'opposition. Alors, après la fermeture des votes, le dépouillement est public. Donc, il y a des citoyens peuvent y assister. Donc, ils ont les résultats, bureau de vote par bureau de vote. À la fin du décompte, ces résultats sont consignés dans un procès-verbal. Ce dernier est photocopié et remis aux représentants de chaque candidat qui était au bureau de vote. Donc, ce qui fait que nous avons donc les procès-verbaux bureau de vote par bureau de vote. Le parti d'Ali Bongo les détient et en même temps, les observateurs de l'Union européenne qui avaient des observateurs dans un grand nombre de bureaux de vote aussi détiennent une copie de ces procès-verbaux. Et donc le total de toutes ces voix que vous avez, vous, de votre côté centralisé, donnerait Ali Bongo perdant? Énormément. Ça veut dire que les Gabonais ont effectué un vote sanction. Ils pensaient qu'en ayant modifié notre constitution depuis son père, en ayant fait une élection présidentielle à un tour, que c'était à leur avantage. Mais là, les Gabonais ont manifesté leur ras-le-bol des 50 ans du régime Bongo PDG qui a ruiné le pays. Et M. Jean Ping a obtenu au bas mot 77% des voix, normalement. Alors, vous parlez d'un vote sanction. Qu'est-ce que les Gabonais reprochent à Ali Bongo et à son entourage? Qu'est-ce qu'on reproche à Ali Bongo et à son entourage? On reproche à Ali Bongo la gabegie, le clientélisme, le népotisme, la démagogie, le déni de la loi. Ali Bongo, c'est un individu qui n'a jamais respecté la loi gabonaise. Déjà en 2009, nous l'avons su bien plus tard, dans son dossier de candidature à l'élection présidentielle, il a présenté un faux acte de naissance. Aujourd'hui, il est avéré qu'il en a présenté 5 différents. Et pour le dossier de candidature de la présente élection, il a encore présenté un acte de naissance différent de celui de 2009. Et comme la Cour constitutionnelle est inféodée au pouvoir, elle a validé ces dossiers avec de faux documents. Ça, ce n'est que pour l'acte de naissance. Par rapport à l'acte de naissance, il dit qu'il est né à l'étranger. Il est né à Brazzaville. Mais notre code civil dit
notamment l'article 120, que lorsqu'on est né à l'étranger, on fait transcrire son acte de naissance à la mairie du 1er arrondissement de Libreville. Même ça, il n'a pas pu le faire respecter. Il est venu avec un acte de naissance du 3e arrondissement de Libreville, comme s'il était né à Libreville, alors qu'il est né à Brazzaville. Bref, sans compter qu'en 2009, dans le même acte de naissance, le nom du père, c'était Albert Bernard Bongo. En 2016, le nom du père, c'est El Hadj Omar Bongo. Et on sait que son père est devenu El Hadj Omar après 1973, lorsqu'il s'est converti à l'islam. Donc on a tellement de preuves que cet acte de naissance est faux, mais ça a été validé. Il n'a pas respecté l'article 14 de notre Constitution, qui dit que la fonction du président de la République est incompatible avec toute autre fonction privée ou à but lucratif. Il crée une agence nationale des grands travaux en 2010, donc à peine arrivé la mastodonte que sont les Bongos, il nous fallait un poids lourd suffisamment outillé et M. Jean Ping l'incarne suffisamment de par sa formation et de par son parcours professionnel. Alors, la répression, elle a commencé pendant la campagne électorale. Des opposants ont été violentés, arrêtés déjà durant la campagne, mais ça s'est évidemment accéléré avec la contestation de la victoire d'Ali Bongo, avec l'assaut du quartier général de Jean Ping, mais aussi une répression extrêmement violente sur les manifestants. Le gouvernement gabonais parle aujourd'hui d'un bilan de 3 morts et d'1 millier d'arrestations. Est-ce que vous partagez ce bilan ? Si le bilan, vous savez, c'est comme les manifestations en France, hein, selon que vous êtes de l'organisation ou de la police, on n'a jamais le même nombre de participants à la manifestation. Donc le gouvernement d'Ali Bongo a commencé la répression bien avant la campagne. Bien avant la campagne, parce que toute manifestation était interdite. Même des élèves qui font une grève pour réclamer de meilleures conditions d'apprentissage. Parce qu'il faut dire qu'au Gabon, nous avons des salles de classe avec 200 élèves au collège, 100 élèves en primaire, qui n'ont pas de laboratoire. Il y a des lycées, des collèges qui n'ont pas de table-banc. Les enfants apprennent assis par terre. Ces enfants font des grèves pour réclamer de meilleures conditions d'apprentissage, de meilleures conditions d'enseignement. Ali Bongo leur envoie l'armée. Il leur envoie la police, qui viole les franchises scolaires, qui rentre jusque dans l'établissement scolaire pour aller arrêter les élèves et leurs enseignants. On a vécu ça. Ali Bongo a fait pareil à l'université. Les étudiants grèvent. On envoie les militaires établir une base à l'intérieur de l'université. Ali Bongo est venu avec... voilà, c'est un dictateur qui, pour sa seule forme d'expression, c'est de mater tout le monde. On doit se taire. On ne doit rien dire. Regardez, pour revenir sur son ancien ministre, M. Séraphin Mundunga, il a démissionné avant-hier. Entre avant-hier et aujourd'hui, il a échappé à 3 tentatives d'assassinat. Ils ont débarqué chez lui, ils ont tout cassé. Ils ont tout vilipendé dans sa maison. Donc, alors que ce monsieur avait les ministères avec le plus de portefeuille qu'on n'a jamais vu. S'il y avait un proche d'Ali Bongo, c'était bien Séraphin Mundunga. Mais il a suffi qu'il lui dise « Là, tu vas trop loin, cher ami, pour que tout de suite, il soit la personne à abattre. » Et c'est ça, Ali Bongo. Et ça a été comme ça pendant tout son septennat. Et aujourd'hui, Ali Bongo, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il n'a même pas l'intention de limiter les mandats. Parce qu'en 1991, nous avions adopté une constitution qui établissait le multipartisme, réduisait le nombre de mandats présidentiels à 2 mandats successifs, qui ramenait le septennat au quinquennat et qui établissait une élection présidentielle à 2 tours. Au fil des années, Omar Bongo, avec la complicité de la Cour constitutionnelle, a retiré de la Constitution l'élection à 2 tours, elle est devenue à 1 tour. Le quinquennat est redevenu septennat et le nombre de mandats est redevenu illimité. Ali Bongo ne parle pas de revenir à cela. Or, avec une telle constitution, on ne peut pas dire qu'on est en démocratie. Monsieur Jean Ping s'engage déjà à ne faire qu'un seul mandat et il s'est engagé automatiquement à mettre en œuvre cette réforme constitutionnelle qui va nous placer à nouveau sur le chemin de la démocratie. Donc lorsque monsieur Ali Bongo se présente comme un démocrate, ce n'est pas vrai. Il ne l'est pas. Parce que cette réforme constitutionnelle, il l'aurait engagée pendant son septennat. Parce qu'on l'a appelé de tous nos voeux. Il a même refusé un dialogue national inclusif auquel la société civile et l'opposition l'ont appelé pendant 7 ans. Donc, il a toujours été dans la répression, sauf que cette répression est de plus en plus grandissante et de plus en plus violente parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé et donc il compte sur la terreur. C'est un terroriste d'État. Il compte vraiment sur la terreur pour que les Gabonais se tassent, se terrent comme des taupes et le laissent faire du Gabon ce qu'il veut. Alors, Jean Ping parle de 50 à 100 morts. Est-ce que vous avez établi une liste des personnes disparues ?
Nous avons établi une liste des personnes disparues, en effet. Alors, le cynisme et le sadisme de la milice d'Ali Bongo, c'est que lorsqu'ils tuent, ils emportent les corps. Donc, bientôt, nous découvrirons des charniers, nous avons le pouvoir. Cette Agence nationale des grands travaux est chargée d'octroyer les marchés de l'État à des entreprises pour, évidemment, leur réalisation. Il distribue 70% des marchés. Donc, il se nomme lui-même président du conseil d'administration de l'Agence des grands travaux, tout en étant président de la République. Donc, il l'emporte à fois avec l'article 14 de la Constitution. Il va plus loin. Il signe 70% des marchés de l'Agence nationale des grands travaux, gré à gré, sans appel d'offres, avec des entreprises dont lui-même ou sa famille sont actionnaires majoritaires ou propriétaires. Et tout ça, ce sont des faits avérés. Lorsque le scandale a éclaté, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est dissoudre l'Agence nationale des grands travaux. Donc, on a en face de nous quelqu'un qui a organisé le pillage de l'État, et aujourd'hui, les sociétés, les PME sont en train de fermer les unes après les autres, elles licencient puisqu'elles n'avaient pas de marché. Je vais prendre un exemple simple pour bien éclairer ce que je dis. On nous dit qu'Ali Bongo a fait des hôpitaux. Pourquoi il fait des hôpitaux? Il en a fait. Il est même allé jusqu'à détruire un hôpital emblématique construit par Omar Bongo Ondimba, auquel il avait donné le nom de sa mère, parce que ça se passe comme ça chez nous. Il a détruit cet hôpital sous prétexte qu'il avait de l'amiante. Même bâtiment, on peut le désamianter, parce qu'il fallait le reconstruire. Pourquoi il reconstruit? La seule entreprise qui a reçu l'exclusivité pour construire les hôpitaux au Gabon, c'est l'entreprise Vamed. Elle est dirigée par M. Tomassini, qui est, lui, conseiller spécial du président de la République avec bureau à la présidence, qui est gérant de l'entreprise dans laquelle Ali Bongo est actionnaire majoritaire. Donc, vous voyez le genre de choses dans lesquelles il est allé, et les Gabonais aujourd'hui le savent. Mais pendant ce temps, excusez-moi, je vais terminer, pendant ce temps, la misère des Gabonais s'est accrue parce que les services sociaux de base ont été mis de côté. Alors justement, on va revenir là-dessus, mais vous évoquez la corruption, les marchés de gré à gré. Le Gabon, c'est un petit pays d'Afrique centrale qui donne sur le golfe de Guinée. C'est un petit pays, mais qui est extrêmement riche en ressources naturelles. Ces ressources naturelles, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas profité aux Gabonais? On pense évidemment d'abord au pétrole. C'est le grand paradoxe du Gabon. Et c'est ce paradoxe-là qui nous emmène aujourd'hui à nous battre corps et âme. Parce qu'au moment des indépendances, le Gabon n'avait que 400 000 habitants en 1960. Lorsqu'il y a eu le boom pétrolier de 1973, le Gabon aurait pu être entièrement construit, les Gabonais auraient pu être mis à l'abri du besoin, à l'abri de la peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous assistons à 60 ans d'enrichissement illicite d'une oligarchie au détriment de l'ensemble du peuple. Nous avons un pays immensement riche avec la grande majorité de la population qui est immensément pauvre. Et c'est cela que nous ne voulons plus supporter aujourd'hui. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je pense qu'Ali Bongo, il est dans la démence, il est mythomane. Et avec ça, il se présente comme le candidat du changement. Il dit qu'il incarne le changement, mais il incarne quel changement? Puisqu'il est dans la continuité de ce que son père a commencé, et même ce qu'on lui reproche, c'est qu'en 7 ans, il a pillé plus que son père en 42 ans. Et ça, les Gabonais ne sauraient l'admettre, ne sauraient l'accepter. Et c'est faire injure aux Gabonais que de penser qu'un gouvernement, qu'un système qui les a autant appauvris, autant avilis, privés de liberté, liberté d'expression, liberté de manifester, parce que sous Ali Bongo, on est revenu à un régime hyper-stalinien. Les manifestants sont arrêtés, les leaders syndicaux sont arrêtés, les leaders de la société civile sont arrêtés. Nous avons actuellement Jean Yama qui est en prison, Olo qui est en prison, nous avons Landry Amian qui est en prison, Bertrand Zibi, ancien député, parce qu'il a eu le malheur de démissionner en plein meeting pour faire comprendre à Ali Bongo que sa région n'avait toujours pas d'électricité. Il a été arrêté de façon arbitraire. Aujourd'hui, il est torturé. Nous ne savons pas où il est. Alors là, vous décrivez un régime autoritaire, corrompu. Est-ce que ce régime... Déjà des adresses, nous avons des endroits où on nous a déclaré qu'il y avait des fausses communes. Donc Ali Bongo vit pour le paraître. Lorsque ce monsieur vient dans la presse et peut tenir des mensonges de façon éhontée à la face du monde,
Il est convaincu que ce qu'il dit va passer. C'est un enfant gâté qui a été élevé, qui pense que tout est à ses pieds, qu'il suffit qu'il claque des doigts et tout le monde accourt. Il suffit qu'il dise que votre chaise est blanche et que même si vous la voyez noire, vous direz qu'elle est blanche. Ce n'est pas possible. Et donc, Ali Bongo est dans ce déni. Et pour mentir une fois de plus à la communauté internationale, il cache les morts. Ils tuent, ils emportent les cadavres. Donc, ça nous empêche, nous, de faire véritablement le décompte. Aujourd'hui, il y a des maisons de pompes funèbres comme Kasebga, la gabonaise de sépulture, qui est fermée et où on a interdiction d'accès. On soupçonne des morts entreposées là-bas. TV5 Monde est allé avec son envoyé spécial, est allé à Kasebga. Rien que quand ils ont vu la caméra, ils l'ont violenté. Ils ont repoussé violemment la caméra, ils ont fermé. S'ils n'ont rien à cacher, pourquoi empêcher à des journalistes d'entrer? Donc nous avons un bilan qui est partiel parce que le régime enlève les morts, les entasse, les enterre dans des fosses communes. Donc nous aurons beaucoup de disparus. Nous avons des portés disparus qu'on ne retrouvera peut-être jamais. Donc les quelques chiffres que nous avons, c'est ceux dont nous avons vu les corps, c'est ceux que les familles ont déclarés, mais les autres sont simplement portés disparus. Et on n'oublie pas qu'il y a quand même eu près de 1998 blessés qui ont pu être recensés, parce que les blessés, eux, ils ne les tuent pas, qui ont pu être recensés et dont certains ont été brûlés à l'acide. Donc ils ont quand même versé l'acide sur des populations. C'est un vrai massacre qui est en train de se faire. Et cette milice, parce que si ce sont des opérations de maintien de l'ordre, ça se passe dans la rue. Mais ils poursuivent les jeunes jusque dans leur maison. Ils vont les tuer dans leur maison. Ils entrent, ils violent les femmes, ils violent les filles, ils violent les mères. Et tout ça, ils pensent que la communauté internationale ne le saura jamais parce qu'ils ont coupé Internet, parce qu'ils ont coupé les réseaux sociaux, parce qu'ils ont brûlé les télévisions de la société civile et de l'opposition. C'est bien beau de dire que c'est Jean Ping qui a organisé les pillages, mais pourquoi Jean Ping irait faire brûler les seules radios par lesquelles il peut s'adresser au peuple? Parce que là, les radios Télé Nazareth est brûlée, TV5, TV+, ils ont saccagé. Donc on voit bien que c'est une action du gouvernement d'Ali Bongo et de ses sbires dans le but de museler l'opposition et de la faire taire à jamais. Alors quelle peut être aujourd'hui l'issue de cette crise? Est-ce que vous allez vous saisir des recours légaux qui sont à votre disposition? Alors, se saisir des recours légaux, c'est comme si le Gabon était un état de droit. Le Gabon n'est pas un état de droit. Ali Bongo viole la Constitution. Ce sont des marchands de tapis qui évoquent la loi quand ils pensent qu'elle est à leur avantage. Si on revient sur l'élection présidentielle, que dit le Code électoral? Le Code électoral dit que les résultats sont publiés au plus tard 72 heures après la fermeture des bureaux de vote. Mais ils ont proclamé 96 heures après. Même ce délai de 72 heures, ils ne l'ont pas respecté. Et donc, les mêmes qui ne respectent pas la loi, parce que M. Ali Bongo sait que la Cour constitutionnelle est dirigée par la maîtresse de son père, qui a eu 3 enfants avec son père, donc qui a des intérêts avec la famille Bongo et qui est à la tête de cette institution depuis 25 ans, depuis 1991, ils ont modifié le texte organique de la Cour constitutionnelle à chaque fois pour permettre qu'elle soit toujours en poste. Ils ont introduit une disposition qui fait qu'elle ne peut être récusée parce que le droit voulant, elle ne peut pas être jugée partie compte tenu de ses liens familiaux avec Ali Bongo. Mais il y a une disposition qui dit qu'elle ne peut être récusée. Donc elle est tenue d'être là. Mais alors si la Cour constitutionnelle est à la main d'Ali Bongo, quelle voie de contestation légale il vous reste? Nous n'avons quasiment pas de voie de contestation légale. La seule chose qu'il faut aujourd'hui, c'est que les résultats, les vrais, soient proclamés. Et en même temps, avant d'aller à la Cour constitutionnelle, le contentieux doit être vidé au niveau de la Commission nationale électorale. Or là, il n'y a pas eu d'accord parce que les résultats qui ont été